Mathieu Slama. Alors j'ai déjà débattu avec lui. Alors que sous prétexte que 96% des OQTF ne sont pas des criminels, on devrait garder sur notre territoire des gens qui sont venus ou qui se sont maintenus illégalement sur le territoire. Non mais ça c'est l'argument, j'allais dire, c'est l'argument à la fois le plus fallacieux qu'on l'on puisse entendre et en même temps celui qui permet la plus gigantesque escroquerie dont les Français sont victimes. D'abord, le propos de Mathieu Slama est une aporie. C'est une impasse logique. Parce que je crois qu'il a oublié ce que signifiait le sigle OQTF. C'est obligation de quitter le territoire. Qui oblige à quitter le territoire ? C'est pas Maminova, c'est l'état de droit auquel, je pense, Mathieu Slama est attaché. L'état de droit... Il y a le bon état de droit et le mauvais état de droit. L'état de droit a émis un document intimant à l'étranger en situation irrégulière de quitter le territoire français. Donc quand on est respectueux de l'état de droit, et c'est là où on découvre que la gauche, elle a l'état de droit à géométrie variable, eh bien, il faut les appliquer. Il faut appliquer la loi. Il faut appliquer les décisions de l'état de droit. Bon, ça c'est la première chose. Donc déjà, première arnaque. Deuxième arnaque, et c'est là où le gouvernement joue avec ça, c'est qu'il va se saisir des OQTF qui posent problème, les fameux 4% dont parle Slama. Il va effectivement faire des moulinets là-dessus pour expliquer aux Français qu'il agit sur la petite face émergée de cet iceberg de criminalité et de violence en montrant à l'opinion publique qui s'en occupe. On a vu évidemment les exemples très médiatisés de ces imams, de cet imam sous OQTF qui se fait virer, d'un autre criminel, le Suisse, celui qui est impliqué dans la mort de la jeune Philippine, même chose. Et donc en fait, c'est exactement le même raisonnement, c'est on va virer tous les OQTF délinquants et criminels, mais pour mieux vous faire accepter la grosse masse des OQTF qui, elle, non seulement va se maintenir, mais elle va continuer à grossir. Donc c'est un deal. On vous débarrasse des OQTF les plus nuisibles, chers Français, mais en même temps, vous allez vous ramasser les 96% d'OQTF restants qui vont être alimentés évidemment par de nouveaux, puisque les flux migratoires continuent, les demandes d'asile continuent. On a toujours 10 à 15% seulement d'acceptation, c'est-à-dire 85 à 90% de refus, qui se maintiennent sur le territoire et qui viennent grossir les contingents des OQTF. Donc tout ça est une escroquerie. La vérité, la seule, c'est qu'il faut que lorsqu'il y a des OQTF, il faut les expulser, il faut les exécuter. Ça, c'est la première chose. Donc, rémigration systématique. Exécuter l'OQTF, pas la personne. Le problème, c'est que si vous n'exécutez pas les OQTF, c'est assez souvent des OQTF qui nous exécutent, qui exécutent les Français, au sens propre du terme. Donc, assez. Je veux dire, est-ce qu'on se met à la place des parents de Philippine qui ont perdu leur fille ? Est-ce qu'on se met à la place des parents de Lola ? Est-ce qu'on se met à la place des parents de Thomas ? Pourquoi le système médiatico-politique est si prompt à se mettre à la place d'un Traoré ou d'un Naël, ou d'un Naël, alors qu'il est incapable, il ne peut pas ressentir la moindre émotion, la moindre sympathie lorsqu'il s'agit d'un Thomas, d'une Lola, d'une Philippine. D'ailleurs, alors, Philippines, Lola, les OQTF, tout se passe bien en France ? Tout se passe bien, puisque ça fait 40 ans qu'on nous explique que l'immigration est une richesse, que l'immigration est une chance pour la France. Ceux qui contestaient ce dogme théologique progressiste étaient voués aux gémonies, étaient criminalisés, jetés en pâture comme nazis, fascistes, racistes, etc. Et ce sont eux qui avaient raison. À savoir que depuis les années 80, en réalité, la France n'a plus besoin d'immigration, ni de travail, ni de quoi que ce soit. On a peut-être besoin d'immigration, je dirais, à haute valeur ajoutée, dans les domaines scientifiques, dans les domaines technologiques, etc. Mais ça concerne quelques individus. Ça ne concerne certainement pas l'immigration du regroupement familial. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un fait avéré, incontesté et incontestable, reconnu par les autorités elles-mêmes, que, effectivement, certaines immigrations arabo-afro-musulmanes sont surreprésentées dans les statistiques de la délinquance et la criminalité, ce qui n'empêche pas le système gaucho-progressiste antinational de continuer
son embardée migratoire en nous expliquant qu'il faut toujours en accueillir plus. C'est comme si la réalité n'avait pas d'impact en fait sur eux. Voilà, donc il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, cette immigration et le pourcentage de délinquants et de criminels qu'il y a à l'intérieur de ces immigrations transforme notre pays en pays martyr. Mais d'abord, il n'y a que 10% de l'immigration qui vient travailler, parce que les autres, c'est le regroupement familial, etc. Mais surtout, c'est là où c'est incroyable, c'est que les étrangers déjà présents sur notre sol sont 3 fois plus au chômage que la moyenne nationale. Donc la théorie qui consiste à dire que les étrangers font le travail que les Français ne veulent pas faire. Mais manifestement, avec le chiffre que je viens de vous donner, on découvre qu'il y a aussi des étrangers qui ne veulent pas faire le travail que les Français ne veulent pas faire, ni que les étrangers veulent faire d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe ? On vous dit, il y a effectivement des secteurs qui peinent à recruter. On a, je crois, 5 à 600 000 offres d'emploi vacantes en France. Et on vous dit qu'effectivement, les seuls à pouvoir remplir ces postes, ce sont des étrangers, parce que manifestement, nationalement, ils ne trouvent pas preneur. Ben alors très bien, si encore on nous disait, on va faire venir régulariser un travailleur étranger et on va virer un de ceux qui sont au chômage, qui ne foutent rien, ou qui foutent le bordel, ou les deux. Voilà. Mais à la limite, ça serait audible. Ce serait pas assez. Et d'ailleurs, c'est une fausse logique, parce que pourquoi le clandestin est embauché ? Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est embauché parce qu'il est clandestin. Parce qu'en réalité, s'il était régularisé, il serait plus intéressant. Il reviendrait dans les radars de la réglementation, il serait versé au marché du travail légal, et dans ce cas-là, l'entreprise qui, en recrutant ce clandestin pour faire des économies, n'a plus du tout intérêt à le recruter. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les clandestins qui travaillent, si vous les régularisez, ils deviennent chômeurs. Soit ils deviennent chômeurs, soit ils sont rémunérés aux conditions de la loi du travail. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils libèrent des postes pour les faire occuper par d'autres clandestins. Et c'est ça la machine qui alimente l'immigration. L'Égypte, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn sont hostiles au courant frériste. Donc il y a une politique qui vise à protéger la société de l'influence nuisible de ces courants suprémacistes. Or en France, on n'a pas ce verrou-là. Et donc, en fait, l'islam radical, l'islam politique, l'islam frériste rentre chez nous comme dans du beurre et devient majoritaire dans la population musulmane française. C'est ça aussi que l'on peut apercevoir à travers les différents sondages sur la supériorité de la charia sur les lois de la République, et notamment chez les jeunes générations, où, par exemple, ceux qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République sont majoritaires parmi les jeunes musulmans de moins de 25 ans. Et donc, si vous voulez, évidemment que les mosquées, dans ce tableau-là, vont être les caisses de résonance de cet islam politique. Pas toutes, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a du mal à croire que si le frérisme, le salafisme commence à poser ses pions et à devenir de plus en plus majoritaire sur de plus en plus de quartiers islamisés, il est quand même assez simple de penser que les mosquées, qui n'en sont que les relais et souvent aussi l'origine, parce que c'est aussi des prêcheurs de ces courants-là que l'on accueille en France, puisqu'en fait les élites françaises sont totalement ignardes sur l'islam. Les gaucho-progressistes considèrent que l'islam, c'est un nouveau catholicisme, et qui va être maté exactement de la même manière que la République a soumis le catholicisme au tournant du XXe siècle. Ils pensent que l'islam va aussi, on arrivera par une loi ou par des déclarations. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le catholicisme, il n'a pas été maté par une loi. La République a quand même été capable de mettre l'armée devant un certain nombre de couvents et d'abbayes, de renvoyer des prêtres. On a noyé des prêtres. Pardon ? On a noyé des prêtres. On a tué des prêtres, on a renvoyé plus de 6500 jésuites récalcitrants, sans parler des autres moines. Donc ça a été une affaire dont la loi de 1905 est venue jeter un voile en disant tout c'est réglé par une loi. Mais non, il faut regarder l'histoire du conflit entre l'Église et l'État qui a démarré en 1850 en réalité, et qui s'est accéléré à partir de 1870. Et toutes les lois qui ont été prises par la Troisième République contre le catholicisme, des lois sur les lieux de culte, des lois sur l'enseignement. L'islam n'a pas c'est le christianisme qui a inventé la laïcité en réalité. La laïcité n'existe ni dans le judaïsme à la base, ni dans l'islam. Le judaïsme s'est adapté à la laïcité par le Concordat de Napoléon. Rappelez-vous la formule de Clermont-Tonnerre, tout en tant qu'individu, rien en tant que nation. Bon.
Et donc, ils sont devenus citoyens français à part entière parce qu'ils ont, ils ont procédé à une ablation de tout ce qui pouvait concurrencer les lois de la République, en l'occurrence de l'Empire à l'époque, dans la loi juive. L'islam, on n'en est pas là. Voyez ? Donc l'islam, c'est à la fois une religion, mais c'est une constitution politique, économique et sociale. C'est un mode de vie. Quand, par exemple, dans l'islam figurent les règles devant présider à l'héritage, qui précisent qu'un homme doit avoir un héritage 2 fois supérieur à la femme, ça, c'est du droit islamique. Or, nous avons notre propre droit de l'héritage. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors ? Quel droit on applique ? Vous comprenez ? Donc, comme les musulmans ne sont pas forcés, si vous êtes très pratiquant, on les comprend. Moi, je comprends des gens qui veulent vivre dans leur religion intégralement. Moi, ça ne me pose pas de souci. Je dis juste que la France n'est pas ce lieu-là. Si vous voulez vivre selon le code civil islamique, la France ayant un code civil qui est très ancien et qui, en plus, a été adopté par d'autres pays et qui fait un peu notre fierté, eh bien, les Français ne sont pas obligés, et sont même obligés du contraire, c'est-à-dire de défendre ce qu'ils sont, d'adopter des lois et des règles qui ne sont pas les nôtres. Je prends un pays comme l'Égypte, que je connais très bien. L'Égypte lutte contre les frères musulmans qu'ils considèrent d'ailleurs comme une organisation terroriste. Vous savez qu'en Égypte, le Al-Azhar, qui est la plus haute autorité sunnite de l'islam sunnite, les prêches du vendredi sont relus par le ministère de l'Intérieur égyptien. Parce que le pouvoir égyptien ne veut pas de prêches contre le gouvernement, contre la société, contre les minorités. Même à l'époque de Nasser, c'était pas comme ça. Les mosquées et les prêches du vendredi sont extrêmement contrôlés, étroitement contrôlés. Je vous parle d'un pays arabo-musulman. Et comment ils font ? Parce qu'il y a plusieurs mosquées, donc en fait, il y avait énormément de mosquées où le prêche est le même. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est... Mais en France, c'est le cas, non ? Non, justement. Ouais. Mais en France, c'est ça le problème. C'est qu'en France, d'abord, la plupart des prêches sont en arabe, donc à moins d'envoyer... Si vous voulez, des agents du renseignement qui parlent arabe, on en a, mais on n'en a pas non plus des légions. On ne sait pas ce qui s'y dit. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que très souvent, je le vois sur les réseaux sociaux, j'ai des gens de la diversité islamisée qui s'adressent à moi en français. La chance. Ils font quand même assez attention à ce qu'ils disent. Mais d'autres s'adressent à moi en arabe. Et le propos est beaucoup plus trash. Ouais. Donc on peut penser que lorsque les choses se disent en arabe sur notre territoire, on le dit tel que les gens aiment l'entendre et tel que les gens pensent, c'est-à-dire la haine des autres, la haine de la République, la haine des koufars, la haine des juifs, etc. Tout ça en arabe. Et comme, évidemment, on a un peu moins de chances de comprendre quand c'est en arabe que quand c'est en français, ils s'en donnent à cœur joie. Donc la France est aujourd'hui l'un des terrains les plus propices, les plus favorables à l'extension et au monopole de la pensée radicale de l'islam politique, d'autant que le pouvoir français est tout à fait, sinon innocent, du moins cynique sur cette question, ne fait pas grand-chose, ou en tout cas pas assez, pour combattre cette influence néfaste. Et par contre, paradoxalement, dans les pays arabes, c'est là, regardez par exemple sur les Palestiniens, sur Gaza. Moi, j'ai pas vu au Caire des manifestations avec des drapeaux palestiniens. C'est quand même assez dingue d'imaginer que la cause du Hamas est davantage soutenue et pleurée en France que dans les pays arabes. Ça vient dire quelque chose du remplacement de notre peuple et de la putréfaction politique et morale de nos élites. Est-ce que les OQTF sont une espèce protégée en France ? Je crois que en fait, l'OQTF, elle doit maintenant être remplacée par l'OMTF, l'obligation de maintien sur le territoire français. Vous voyez bien, si vous voulez, qu'il y a quand même un problème. Quand on entend, même un problème sémantique, je veux dire, moi qui suis un amoureux de la langue française, technique ça. Ouais. Je vois bien que dans le terme obligation, il y a quelque chose de comminatoire. Il y a quelque chose de coercitif. En fait, c'est une invitation à quitter le territoire. Contraignant. Or, dans les faits, on n'est pas du tout là-dedans. On demande. C'est une invitation. C'est une invitation. Donc, si vous voulez, une IMTF, une invitation à se maintenir. S'il vous plaît, partez, s'il vous plaît. Vous vous rappelez, en 2011, le système gaucho-progressiste au pouvoir, c'était Hollande à l'époque, nous avait imposé le mariage pour tous. 2012 ou 2013.
Et à l'époque, la raison c'était, mais la société évolue. Les Français sont favorables, regardez les sondages. Ils sont favorables au mariage des gens de même sexe, et donc il n'y a pas de raison que l'état de droit et l'état du droit s'adaptent à cela. Magnifique. Mais alors pourquoi on ne fait pas le même raisonnement sur l'immigration ? Pourquoi le système aujourd'hui ne nous dit pas la société évolue, le regard que portent les Français sur l'immigration aujourd'hui n'est plus le même que celui qu'ils portaient il y a un demi-siècle, et donc il faut que l'État en matière migratoire, l'État du droit et l'État de droit s'adaptent, comme en matière sociétale il y a 10 ans. Pourquoi ce raisonnement on le fait uniquement lorsqu'il rentre dans le godet de la lubie idéologique et de la palette idéologique ? Pourquoi on ne le fait pas rentrer dans d'autres domaines ? Ça s'appelle la théorie du rééquilibrage idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, comme le système antinational voit que la réalité est en réalité hémiplégique, c'est-à-dire que vous avez la masse des crimes et délits commis par certaines immigrations, notamment aussi par des OQTF, vous avez une lèpre islamique et un totalitarisme islamique qui défigure notre pays, qui nous agresse, qui nous attaque, qui nous tue, etc. Le système idéologique est un peu tétanisé, puisque c'est justement à la fois l'immigration, l'islamisation qui l'a encouragé comme étant des bienfaits pour la France. Or, il voit bien que ce ne sont pas des bienfaits. Donc, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire, mais regardez l'école Stanislas. C'est aussi des intégristes et des fanatiques. Mon Dieu, mais c'est aussi la meilleure école de France. Hein, vous avez, oui. C'est Et donc, ah oui, mais du coup, celui qui a tué la jeune Lina et qui l'a violée, c'est un Français de souche. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas besoin d'être sous OQTF pour être un criminel. Mais la belle affaire, c'est-à-dire que comme on a déjà nos propres tarés en France, il faudra en importer des milliers d'autres. Mais ces gens sont fous. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de retour de la peine de mort en France pour avoir justement un retour symbolique de la sanction ? Le mot-clé de votre question, c'est symbolique. Parce que évidemment, la peine de mort, c'est pas non plus la panacée. Genre, les États-Unis, pendant des décennies, ont appliqué la peine de mort. C'est pas ça qui a fait baisser la criminalité et la criminalité violente. Alors, ils ont d'autres évidemment problématiques par rapport à la circulation des armes à feu, etc., et la délinquance de manière générale. Mais quand même, la peine de mort est la clé de voûte, a été pendant des siècles la clé de voûte de toute l'échelle des peines. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand on a démantelé cette clé de voûte, toutes les autres échelles de peine se sont effondrées. Et c'était le point de départ, finalement, du laxisme judiciaire et de l'effondrement de la politique pénale. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas favorable au rétablissement de la peine de mort à la papa. C'est pas ça la question. Mais par contre, sur certains crimes d'enfants, par exemple, ou sur personnes vulnérables, ça me choquerait pas, oui. Même, par exemple, je pense au cas de Salah Abdeslam, quelqu'un qui a participé à des attentats d'ampleur. C'est assez insoutenable l'idée de payer toute sa vie. Ou par exemple, Dabiabé, la meurtrière de la petite Lola. Qui serait scandalisé à ce qu'elle soit exécutée après avoir été condamnée à mort ? La question, c'est comment on exécute aussi. Oh, ça, c'est facile, ça. Après, comme je le disais,